Bonjour mesdames et messieurs. Premier atterrissage de l'avion hybride à moteur non lié, l'avion 4, conçu par les étudiants du cursus Master Ingénierie, Aéronautique, Transport et Énergétique. Attente et acceptation quant à la transition énergétique. Nous avons trois phases. La phase 1, les déclarations d'intention qui donnent bonne conscience. C'est facile. La phase 2, ce qu'il est possible de faire sans changer nos habitudes. C'est coûteux et finalement pas très efficace. Enfin, en changeant un petit peu nos habitudes, le potentiel est énorme. Nous verrons que c'est très efficace. C'est pourquoi, pour ne pas nous retrouver au pied du mur, il est important que nous, étudiants, enseignants, industriels, exploitants, réfléchissions dès maintenant à des solutions nettement plus économiques pour les transports du futur. Identifier et agir sur les causes de premier ordre pour imaginer les moyens de transport du futur. Nous avons trois critères de qualité pour un système de transport: qualité aérodynamique, qualité massique, qualité rendement. À nous de quantifier les limites de ces trois critères de qualité afin de nous en approcher au maximum. Avion et vol très long courrier, nous allons parler de qualité massique. La qualité massique est égale à la masse à vide divisée par la masse au décollage et au fil du vol, la masse à vide divisée par la masse totale à un instant t. En début de vol, la qualité massique est égale à 0,48, chiffre excellent. En fin de vol, 0,81, chiffre discutable. La qualité massique moyenne est de 0,65, ce qui laisse augurer de consommation au 100 par siège relativement élevée. La problématique des vols d'avions long courrier à plein partiel, nous allons parler de qualité massique mission. En orange, la mission est divisée par 2, donc la masse de carburant est divisée par 2. La qualité massique moyenne s'établit à 0,71, valeur particulièrement élevée. Ceci laisse augurer de consommation au 100 par siège, elle aussi très élevée. Ces deux exemples sous-entendent que les avions très long courrier ne peuvent pas être optimales compte tenu de leur variation de masse considérable au fil du vol. La fonction en bleu ci-dessous traduit la consommation au 100 par siège en fonction de l'autonomie pour laquelle est conçu l'avion. Ainsi, passer d'un avion conçu pour réaliser 8000 km, le point bleu, à un avion conçu pour réaliser 15 000 km, le point rouge, se traduit par une augmentation de consommation au 100 par siège de 62%. Des avions qui n'existent pas, nous restons sur notre gros porteur fictif de 440 sièges par rapport à un avion de configuration classique conçu pour réaliser 15 000 km. Un avion conçu pour réaliser 8 000 km à une vitesse réduite à 570 km/h débouche sur l'ensemble du vol long courrier sur une réduction de consommation de 68%. Par siège, les émissions de CO2 passent de 1271 kg à 407 kg pour l'ensemble d'un vol long courrier. Résumons, pour la transition énergétique, un vol un peu plus long se traduit par des économies de consommation considérables. Cette fois, nous réalisons un gros porteur fictif de 440 sièges conçu pour réaliser 4000 km à une vitesse de 570 km/h. La consommation s'établit à 0,72 kg de carburant au 100 par siège, soit une consommation en énergie proche de celle des trains à grande vitesse. Reste pour ces derniers à rajouter le coût énergétique pour réaliser et entretenir les lignes à grande vitesse. Toutefois, les trains à grande vitesse consomment de l'énergie en partie décarbonée et ont la capacité de réaliser des liaisons de centre-ville à centre-ville. Avion de transport régional, concept CMI hybride à moteur non lié. Cette solution, associée à une réduction de vitesse d'environ 30%, débouche sur une diminution de consommation d'environ 60%. Les motorisations thermiques et électriques ne sont pas liées pour ne pas dégrader le rendement global par le produit des rendements des sous-ensembles de la chaîne de propulsion. L'alimentation de la motorisation électrique est limitée à 3 minutes pour ne pas trop dégrader la masse de l'avion par la masse des batteries. Les pales d'hélice électriques sont repliées dès l'arrêt de la propulsion électrique. Enfin, la propulsion thermique est optimisée pour la croisière, elle aussi réalisée à vitesse un peu réduite. Nous pouvons aussi imaginer une variante, le moteur électrique étant directement connecté de manière débrayable à l'arbre du moteur thermique. Ainsi, nous n'avons qu'une seule hélice.
Un porteur multimission optimisé pour des missions très différentes, la formule push-pull. Ce porteur permet d'emporter des masses très différentes à des vitesses elles aussi très différentes, tout en ayant la possibilité pour un certain nombre de ces missions d'arrêter un des moteurs. Ainsi, le moteur en usage est utilisé à son point de fonctionnement optimal. Passons aux voitures, la problématique des voitures électriques à grande autonomie. Nous avons ici défini des fonctions masse à vide hors batterie, masse des batteries, masse totale du véhicule en charge, en fonction de l'autonomie pour laquelle est conçu le véhicule électrique. En bas, nous avons une voiture de type Renault Zoé, 330 kg de batterie pour une autonomie d'environ 380 km. Nous doublons l'autonomie. La masse de batterie se rapproche de la tonne et la masse totale du véhicule se rapproche de 3,5 tonnes, soit le seuil du permis poids lourd. C'est la raison pour laquelle les fabricants de voitures premium font pression sur l'Europe pour passer le seuil du permis poids lourd de 3,5 tonnes à 4 ou 5 tonnes. Ceci ne va bien entendu pas du tout dans le sens de la transition énergétique. Et qu'en est-il en cas de collision d'un tel véhicule très lourd avec un autre véhicule plus léger? Nous imaginons ici des voitures routières optimisées. Il s'agit de véhicules biplaces extrêmement économiques autant à l'usage qu'à l'achat. La consommation d'énergie est divisée par 5 à 10, voire par 15 par rapport à des véhicules premium très lourds. Cette consommation est équivalente, voire inférieure à celle des transports en commun. Nous nous inscrivons donc bien dans un esprit de transition énergétique. Passons au train. La haute densité minimise la consommation d'énergie au 100 par siège. Un coup de maître de la société Alstom Group pour le TGV duplex. Il n'y a pas d'énergie embarquée. Très peu de déformation au niveau du contact roue métallique sur rail. Par contre, la traînée parasite est liée au carré de la vitesse. Plus précisément, on augmente la vitesse de 20%, la consommation d'énergie augmente de 44%. A contrario, on diminue la vitesse de 20%, la consommation d'énergie diminue de 36%. Rajoutons que de gros porteurs optimisés à très faible consommation décrits précédemment sont une alternative pour les liaisons qui ne justifient pas de lignes à grande vitesse. Des approximations justes pour des résultats très rapides. Nous prenons par exemple un J90, moteur qui équipe les avions de transport très long courrier. Le diamètre du fan est égal à 3,4 mètres, nous l'augmentons à 5 mètres. Ainsi, le rendement propulsif passe de 80% à environ 85%. Mais attention, c'est plus grand, c'est plus lourd, donc ça augmente le besoin d'énergie pour déplacer l'avion. De la même manière, très rapidement, nous pouvons déterminer l'efficacité aérodynamique d'un TGV, pourquoi pas le rendement propulsif d'un pulsoréacteur ou l'efficacité hydrodynamique d'un bateau et en déduire la consommation au 100 par tonne transportée. Et son corollaire, un risque majeur. Plus précisément, l'enfer de la recherche de précision au stade des avant-projets ou l'art de mener des projets qui n'aboutiront probablement jamais malgré des dépenses conséquentes. Construire des chaînes de compétences pour aboutir les projets. Notion d'approche système. Il s'agit d'identifier et de réunir les compétences nécessaires pour obtenir en temps voulu un système global. L'objectif est d'avoir une chaîne homogène. Résumons, il s'agit de constituer des équipes projets pluridisciplinaires au service d'objectifs communs. Réduire les coûts par la simplification des systèmes pour produire en France. Il s'agit du coût des produits, des investissements, des organisations. Toutefois, simplifier les systèmes est une démarche complexe qui mobilise des processus élaborés. Voici un résultat. Un avion industrialisé qui respecte la réglementation aéronautique CS23 dans ses grandes lignes. Cet avion se monte en 2 semaines à 2 étudiants. Du premier coup de crayon au premier vol, il nous a fallu moins de 6 mois, ce qui est, à ma connaissance, un record. L'itération théorie-application pour progresser et apprendre. Ici, le processus de conception avion. En phase préparatoire, constitue le groupe projet, rechercher des partenaires budgétisés. Phase 1, rédiger un cahier des charges fonctionnelles de l'avion, dimensionner l'avion, concevoir, industrialiser, dimensionner l'avion pour la partie résistance des matériaux et aérodynamique, concevoir les essais au sol, organiser la production, assembler l'avion, réaliser les essais au sol des sous-ensembles, réaliser les essais au sol de l'avion complet, assurer, immatriculer l'avion, rechercher une piste d'essai, enfin réaliser les essais en vol, réaliser les diagnostics en vol et en permanence reconcevoir. En parallèle, il est nécessaire de certifier l'avion et le processus. Dès la conception initiale, importance d'industrialiser et de respecter la réglementation aéronautique.
Réaliser un prototype non industrialisé, le tester au sol et en vol, puis après réaliser un deuxième prototype industrialisé revient à réaliser deux avions différents. Ceci est énergivore, c'est donc à éviter. Introduction présentation des étudiants. Ici un avion biplace, performant, très économique autant à l'achat qu'à l'usage. La démarche de réduction des coûts par la simplification des systèmes permet d'être compétitif comparé à une production des pays low cost. Toujours dans un esprit de compétitivité, des gammes et des extrapolations pour capitaliser l'expérience. De l'avion biplace actuellement développé, nous allons dériver un avion léger cargo, pour poursuivre par un avion cargo lourd d'une masse d'environ 2 tonnes et une variante à aile haute pour faciliter le chargement. Voici un synoptique des avions développés par les étudiants. Aujourd'hui, nous en sommes au test de l'avion 4 qui donne entière satisfaction et nous préparons l'avion 5 qui devrait réaliser son premier vol ces prochains temps. D'autres projets sont en gestation. En haut, l'avion électrosolaire stratosphérique. Les démonstrateurs donnent entière satisfaction à basse altitude. L'objectif était de démontrer la viabilité aérodynamique de l'avion lorsque les ailes sont déformées de manière extrême. Cet avion a la capacité de monter à une hauteur de 25 à 30 000 mètres. La masse de cet avion est inférieure à 3 kg pour une envergure qui se rapproche de 5 mètres. Nous travaillons aussi sur les autopilotes, la communication, les missions embarquées, détection des feux de forêt, analyse des gaz, etc. L'avion biplace et ses dérivés que nous avons déjà vus, le concept d'avion de transport régional, ainsi que sur des solutions hydrogène. En conclusion, nous avons vu que changer un peu nos habitudes débouche sur des résultats spectaculaires en termes de réduction de consommation d'énergie. Des approximations justes pour des résultats rapides afin de ne pas se tromper de direction en début de projet, l'importance de construire des chaînes de compétences pour aboutir les projets, la nécessité de réduire les coûts par la simplification des systèmes pour produire en France tout en étant compétitif par rapport aux pays low cost, l'importance de l'itération théorie-application pour progresser et apprendre, enfin construire des gammes et des extrapolations pour capitaliser l'expérience. Retenons de cet exposé qu'il est possible et aisé de diviser par 3 la consommation de nos vols très long courrier. De même pour nos voitures, il est possible de diviser par 5 à 10 la consommation d'énergie de nos voitures. Ceci est finalement bien rassurant. Reste encore un peu à changer nos habitudes et à communiquer à ce sujet. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.